Parfait. Donc, bienvenue tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. L'objectif de la rencontre, ben, en fait, c'est de vous expliquer un petit peu plus c'est quoi le processus de bourse. Donc, je me présente d'abord. Mon nom est Florence Plaude. Je travaille pour Équiterre en tant que conseillère en alimentation durable, mais je travaille en collaboration avec De la ferme à la cafétéria Canada pour le côté francophone du Canada. Donc, je vous souhaite vraiment la bienvenue au webinaire d'aujourd'hui, qui, comme je vous le disais, va porter sur les bourses de la ferme à l'école pour l'année 2024-2026. Donc, mes pronoms, si jamais, sont elle, she, her. Puis, je me joins à la belle de Joe Jagier, aussi appelé Montréal, qui est un lieu de rencontre de plusieurs nations autochtones, dont les Ganyene-Gayaga, qui se situe à proximité. Donc, aujourd'hui, je vous ai mis une petite photo de Montréal, l'une de mes photos préférées que j'ai prises récemment. Puis, c'est plus particulièrement une photo du Champ des Possibles, puis du Mont-Royal, un côté du Mont-Royal qui s'appelle aujourd'hui Tiohtià:ke Otiraquéné. Puis je trouve que c'est une photo qui représente bien la façon que je vois et vis ma ville. Donc, un espace qui est vert, qui est communautaire, qui est nourricier. Puis je pense que c'est des valeurs qui s'insèrent bien dans la présentation d'aujourd'hui. Donc, avant de poursuivre avec la présentation puis avec le webinaire, je voulais prendre un petit moment pour reconnaître les territoires autochtones sur lesquels on travaille chez F2CC. Donc, premièrement, les bureaux de F2CC sont situés sur les territoires ancestraux et non cédés des nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Pour ceux et celles qui sont pas au courant, c'est dans le coin de la Colombie-Britannique. Puis les membres de notre équipe sont aussi situés dans d'autres territoires, notamment les territoires autochtones et non cédés des Anishinabés, des Dakota, des Beothuk et des Mi'kmaq notamment. Donc, maintenant, on va poursuivre. Donc, aujourd'hui, la présentation, ça va être assez simple. On va discuter plus en détail de qu'est-ce que c'est que de la ferme à la cafétéria Canada, puis c'est quoi notre approche de la ferme à l'école. On va par la suite discuter un petit peu des bourses de la ferme à l'école, pour qui est-ce que c'est pertinent, pour qui ça l'est un petit peu moins. Le processus de dépôt de candidature pour vous donner des conseils, puis une petite idée de comment concevoir et gérer un service de repas réussi dans le cadre d'un appel de projet comme le nôtre. Puis finalement, on va prendre un moment pour vos questions, si jamais vous en avez. Juste un petit rappel ou un petit disclaimer que si c'est possible, gardez vos questions pour la fin de la rencontre. Si jamais vous voulez les poser durant, n'hésitez pas à utiliser le chat. Puis après, bon, on y répondra quand la présentation sera terminée. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est que de la ferme à l'école? Donc, de la ferme à l'école, bon, ben, plusieurs d'entre vous, je me doute, qui participent à l'appel, savent un peu c'est quoi, mais pour ceux qui sont nouveaux, notre vision, en fait, chez De la ferme à l'école, ça s'articule autour de la création de systèmes alimentaires qui nourrissent la population et la planète. Donc, on se considère comme une organisation basée sur les partenariats parce que nos partenaires sont vraiment au cœur de notre travail. Donc, on travaille en collaboration avec eux, notamment au niveau fédéral, mais beaucoup plus au niveau régional. Et ça a pour but d'éduquer et puis de renforcer les capacités pour amener des aliments plus sains, locaux et produits de façon éco-responsable dans les institutions publiques et principalement, comme vous vous en doutez, dans les milieux scolaires. Donc, on y travaille notamment avec qu'est-ce qu'on appelle l'approche, pardon, de la ferme à l'école. Donc, qu'est-ce que c'est que cette approche-là? En fait, c'est une approche qui englobe beaucoup plus que qu'est-ce que les élèves mangent à l'école, bien que c'est ça le cœur de l'approche. Ça vous fournit en fait vraiment un modèle complet, mais surtout qui est flexible. Peu importe où est-ce qu'il va être appliqué, dans chaque contexte, ça va avoir de l'air de quelque chose de différent. Donc, on va en parler davantage au fur et à mesure de la présentation pour vous donner une petite idée de ce que c'est. Aussi, avant que je poursuive en fait sur qu'est-ce que c'est que le système de la ferme à l'école, je voulais noter quand on parle de l'approche flexible, on parle du fait notamment que ça signifie que ça pourrait ne pas inclure de ferme. On reconnaît quand même que la nourriture locale, elle provient de beaucoup d'endroits différents. Donc, parfois, vous allez nous entendre plutôt parler de l'approche d'alimentation locale à l'école. Donc, on vous encourage vraiment à utiliser le terme qui vous convient le mieux dans votre contexte. Donc, ici, je vous mets
pardon, ici, ça vous donne un peu le disclaimer que je viens juste de vous dire. Mais ici, vous avez un petit graphique pour vous montrer un peu ce que je veux dire par là. Certaines des nombreuses façons que de la ferme à l'école peut prendre vie. En plus d'alimentation locale à l'école, vous voyez également sur le graphique là, de la mer à l'école. Donc, vraiment qu'une école, elle soit urbaine, qu'elle soit rurale, en milieu éloigné, au nord comme au sud, vraiment, on reconnaît que les facteurs d'une alimentation locale, puis nécessairement les activités de littératie alimentaire qui viennent avec ça, sont multiples. Donc, vraiment, adapter ça à votre réalité. Donc, on va parler maintenant un petit peu plus en détail des trois pièces du casse-tête, comme on dit, du système de la ferme à l'école. Donc, je vais passer un petit peu de temps à en parler parce que c'est important que les demandes de subvention que vous allez faire reflètent ces trois pièces de casse-tête. Donc, la façon que vous allez faire ça, ça reste bien à vous. Par contre, c'est important de noter que même si ces trois composantes-là sont distinctes, chacun de ces éléments-là, il fonctionne également en tant qu'unité. Donc, je voulais quand même vous expliquer un petit peu l'approche. Donc, les aliments sains et locaux, comme vous vous en doutez, c'est exactement qu'est-ce que c'est. En fait, ça comprend une expérience sensorielle complète. Puis l'objectif, c'est que les élèves, pardon, peuvent voir, sentir, toucher et goûter la nourriture locale à l'école par l'entremise d'un service de repas. Donc, ce service de repas-là, c'est vraiment un élément central de la subvention. Puis, on va en parler d'ailleurs un petit peu plus en détail plus tard dans la présentation. Ensuite, il y a aussi l'apprentissage pratique, donc un apprentissage qu'on va dire expérientiel. L'objectif, c'est que les élèves aient l'occasion d'en apprendre davantage sur le système alimentaire, que ça il peut s'agir par exemple de l'agriculture, de la pêche, de la récolte, peu importe. Puis l'apprentissage, il peut également se produire dans vraiment une variété de contextes en fonction de votre situation. Donc, ça peut passer par la salle de classe, bien entendu, mais ça peut aussi passer par la cafétéria, le jardin ou même la forêt. Dans une sortie scolaire, vraiment, les possibilités sont assez multiples. Puis finalement, le lien, en fait, les liens entre l'école et sa collectivité. Cette pièce-là, c'est souvent le lien intégral qui peut vous aider à donner vie aux deux autres. C'est aussi la raison pour laquelle on vous demande d'avoir au moins un partenaire communautaire à bord de votre projet. Puis les partenaires communautaires peuvent inclure notamment des ONG, bien entendu, mais aussi du personnel de santé publique, des agriculteurs, des aînés, des entreprises. Vraiment, les possibilités sont assez infinies dans ce cas-ci, mais c'est important de lier la communauté avec votre projet. Maintenant, on va parler un petit peu plus en détail de la bourse de la ferme à l'école, puis qu'est-ce que ça implique réellement. En fait, notre objectif, c'est vraiment d'accroître la présence d'aliments sains, locaux et durables dans l'esprit et dans l'assiette des élèves. Et ça se passe par l'entremise d'un service de repas, comme je vous le disais, et qui est fondé sur l'approche dont j'ai juste de vous parler, donc l'approche de la ferme à l'école. Donc, cette année, on en est à notre cinquième cycle de bourse de la ferme à l'école, qui est offerte d'ailleurs en partenariat avec la Fondation For Kids. Les premières bourses y ont été distribuées en 2016, puis à ce jour, on a été en mesure d'offrir ces bourses-là à 166 écoles dans 5 provinces canadiennes. Donc, ce cinquième cycle de bourse-là, ça va permettre, pardon, à 30 nouvelles écoles de bénéficier de fonds pour établir un programme de bar à salade ou un programme de repas scolaire de la ferme à l'école pour engager leurs élèves, leur personnel, puis leur communauté dans la culture, la préparation, la mise en conserve, l'achat, la consommation d'aliments locaux à l'école, bref. Donc, c'est une bourse qui est d'une valeur maximale de 10 000 puis qui est échelonnée sur une période de 2 années scolaires, donc de septembre 2024 à juin 2026. Puis, c'est une bourse qui est versée directement aux écoles. Donc, je voulais aussi mentionner rapidement que c'est important de noter que le service alimentaire est vraiment central à cet appel de projet-là. Donc, les services alimentaires, ils devraient être soutenus notamment grâce à des activités pratiques qui sont réalisées, par exemple, dans un jardin, dans une forêt nourricière ou une autre façon de connecter les élèves à la terre ou au système alimentaire. Mais je mets de l'avant cet élément-là parce que je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui souhaitent implanter un projet de jardin pédagogique, ce qui est vraiment super. Par contre, le volet à lui seul de jardin pédagogique ne sera pas suffisant pour la bourse de la ferme à l'école. Donc, si vous souhaitez vraiment entamer un projet qui est beaucoup plus en lien, qui a un accent vraiment fort mis sur l'agriculture, ben, je vous encourage dans ce cas-là de déposer une demande auprès de la Fondation For Kids qui, elle, a un programme de bourse spécifiquement pour les jardins pédagogiques. Puis d'ailleurs, ils acceptent les dépôts de projets jusqu'au 1er mars. Je sais que c'est quand même il n'y a pas beaucoup de temps pour déposer la demande, mais si jamais, je vous le mentionne. Donc, maintenant, je vais admettre ici.
Donc, ça vous donne ici une petite carte de la distribution des bourses depuis 2016. Donc, comme vous le voyez sur la carte, il y a vraiment des écoles de partout au Canada qui ont reçu des bourses de la ferme à l'école pour implanter leur projet, pardon. Originellement, le premier cycle de bourse en 2016 était réservé, en fait, était seulement ouvert en Colombie-Britannique puis en Ontario. Puis c'est seulement en 2018 que ça s'est étendu au Nouveau-Brunswick, au Québec, puis à Terre-Neuve et Labrador. Donc, le nombre de bourses que vous voyez sur la carte, il reflète un peu ça, justement, cette progression-là. D'où le nombre un petit peu plus important au BC, puis en Ontario. Mais tranquillement, mais sûrement, les bourses s'étendent à des nouvelles régions, là, donc on a vraiment hâte de voir comment ça va s'articuler dans le pays au complet. Une chose à noter par contre, c'est qu'on veut offrir une distribution équitable des bourses. Donc, si jamais vous êtes des écoles francophones qui se situent dans le Canada, à l'extérieur du Québec, on va octroyer les bourses équitablement en nombre au sein de 6 régions, donc le Nord, la Colombie-Britannique, les Prairies, l'Ontario et les Maritimes. Donc, voilà. Maintenant, on va discuter un petit peu de si vous êtes prêt à présenter une demande, si en fait votre projet il s'intégrerait bien dans cet appel de bourse-là. Donc, premièrement, est-ce que c'est important de se poser la question si vous avez déjà une ou plusieurs initiatives qui rentrent dans l'approche de la ferme à l'école en cours dans votre école? Ça peut être par exemple un jardin pédagogique, comme je vous le disais, ou même des activités de dégustation ou des activités culinaires à l'intérieur de votre école. On pose cette question-là parce que généralement, on ne recommande pas cette bourse-là à des écoles qui veulent entamer un projet. On tend plutôt à commencer par une bourse de démarrage dans ce cas-là, ou bien la Garden Grants que je vous ai parlé précédemment, cette fameuse bourse pour les jardins pédagogiques qui est offerte par la Fondation Kids. D'expérience, on a vraiment noté aussi que le succès, il passe impérativement par le soutien de la direction de l'école. Donc, c'est important de se poser cette question-là. Est-ce que la direction de l'école, elle appuie l'initiative et accepte de s'en faire le champion, comme on dit ici? On vous demande en fait obligatoirement de garantir leur soutien pour l'obtention de la bourse. Puis je vais aussi prendre le temps de noter l'importance d'avoir une équipe école qui comprend plusieurs membres. C'est vraiment un gros projet à porter seul. Donc, assurez-vous vraiment d'avoir du soutien de la part de votre direction, mais aussi de la part d'autres enseignants ou d'autres membres du personnel scolaire. Maintenant, est-ce que vous avez obtenu l'engagement d'au moins un partenaire communautaire? Donc, comme je vous le disais précédemment dans une autre diapositive, on demande l'engagement d'au moins un partenaire communautaire. Les partenariats, comme je vous le disais, ils peuvent prendre différentes formes en fonction de votre contexte. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir plus de détails à ce niveau-là dans le guide de candidature qui est disponible sur notre site web. Je vais vous en parler un petit peu plus aussi de ce guide-là. Maintenant, on vous pose aussi la question, est-ce que vous êtes en mesure d'appuyer la mise en œuvre et l'exécution de services alimentaires, donc les services de repas, au moins 2 fois par mois durant la période visée par la bourse? On vous demande d'avoir la capacité d'offrir au moins un service de repas 2 fois par mois. Il y a certains pour qui ça sera beaucoup plus facile puis qu'ils ont déjà quelque chose en place, donc qui vont pouvoir offrir un service de repas tous les jours de la semaine et c'est super. Par contre, on sait que durant la première année, pour beaucoup d'écoles, ça peut être assez compliqué. Donc, la fréquence, elle pourrait être plus basse durant la première année. Par contre, on vous demande quand même qu'il y ait au moins 2 services par mois durant la deuxième année. Donc, ici, dernière question, est-ce qu'il y a un désir puis une volonté à ancrer ou à renforcer les activités de littératie alimentaire dans votre communauté scolaire? Ça se rapporte un peu au deuxième point dont on discutait un petit peu au niveau, par exemple, de votre équipe école. C'est important d'avoir ce soutien-là puis d'avoir un intérêt de la part du personnel nécessairement. Donc, si vous avez répondu oui à la plupart de ces questions-là, ben, c'est fort probable que c'est une bonne option pour vous, la bourse de la ferme à l'école. Donc, on va poursuivre. Euh, donc, voilà. J'attends que... Parfait. Donc, comme je vous disais, on va discuter un petit peu plus du processus de dépôt d'une demande avec le guide qui va vous être définitivement utile pour appliquer. Donc, d'abord, je vous invite à consulter la page de notre site web consacrée au cycle de bourse actuel. Donc, je vous ai mis l'URL au-dessus de la diapositive. Donc, pour commencer votre demande, puis votre planification en fait de demande, je vous conseille vraiment de passer en revue les lignes directrices pour les bourses de 2024 qu'on a mis à votre disposition sur le site web. C'est vraiment une mine d'informations, puis ça va vous donner une liste de toutes
de tout ce que vous devez savoir, en fait, tout au long du processus, notamment si vous êtes admissible ou pas, ça c'est très important nécessairement, puis à quoi peuvent servir les fonds, les exigences qui sont reliées à la bourse, puis des liens vers différentes ressources qui pourraient vous être utiles. On vous suggère d'ailleurs de partager ce modèle de demande-là avec tous les membres de votre équipe, puis de les passer en revue ensemble pour vraiment bien préparer vos réponses. Je vous dirais que non seulement le modèle, il vous offre un super bel espace pour compiler vos réponses, mais aussi ça vous offre des détails supplémentaires, puis des indications au niveau, par exemple, des détails qu'on recherche dans les réponses à la candidature. Donc, on vous encourage d'examiner attentivement ce document-là avant de commencer votre candidature. Puis, je veux juste vous noter que le modèle, c'est seulement un document de travail. Donc, ça va vraiment être important de tout mettre ça dans le formulaire en ligne par la suite. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est quoi le plan de travail? Puis, comment est-ce que ça va fonctionner, tout ce dépôt de candidature-là? Donc, en dehors des questions qui vont porter nécessairement sur vos activités de la ferme à l'école, on vous demande aussi de nous fournir un plan de travail puis un budget prévisionnel. Donc, il y a des gabarits qui vont être mis à votre disposition pour vous aider. Mais je vous présente quelques éléments clés à garder en tête quand vous allez déposer votre budget prévisionnel. Donc, premièrement, c'est important de s'assurer que le budget il concorde avec les activités qui sont proposées dans votre candidature. C'est assez, ça va de soi, mais c'est quand même important de le mentionner juste au cas. Dans le gabarit qui va vous être proposé, on vous offre on vous offre en fait une liste de toutes les catégories qui peuvent être intégrées dans le budget, notamment par exemple vos partenariats communautaires puis votre équipement. Puis on a aussi mis un espace pour identifier les autres sources de financement à votre disposition, si jamais c'est le cas. Maintenant, je voulais aussi mentionner que la bourse, elle ne peut pas être utilisée pour les salaires du personnel puis pour l'achat à long terme d'aliments. Ça, en fait, la raison pour ça, c'est très simple. On sait que ça pourrait vous être utile. Par contre, si ces dépenses-là étaient acceptées, les fonds, ils s'épuiseraient beaucoup trop rapidement. Puis on souhaite vraiment créer un modèle dans lequel les écoles elles sont en mesure de rendre leurs projets pérennes et donc, on insiste vraiment à ce niveau-là. Puis finalement, ben, le plan de travail sert à passer en revue les activités, puis les tâches qui vont être données aux différents membres de votre équipe école. Puis on vous demande aussi que tout ça, ça soit accompagné d'une estimation du temps que ça va prendre pour réaliser vos activités. Maintenant, on va parler de certains petits trucs et astuces pour avoir une candidature concurrentielle. Donc, premièrement, on veut vraiment que les trois aspects de l'approche de la ferme à l'école, donc les fameuses trois parties du casse-tête, soient présentés. Donc, que ce soit la nourriture locale dans les écoles, l'apprentissage, puis les liens avec la communauté. C'est important de mettre ça de l'avant. Aussi, on veut vraiment que vos initiatives soient inspirantes. Donc, on veut connaître votre vision, on veut comprendre vos objectifs. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, ce projet-là? Pourquoi est-ce que vous voulez le mettre en place? C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Puis, n'oubliez pas que les objectifs que vous allez vous mettre dans le cadre de votre plan de travail, ils doivent être réalistes. Donc, essayez de fixer des objectifs qu'on appelle SMART, là, spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents, temporels. Donc, juste pour vous aider à faire quelque chose de complet. D'ailleurs, on parlait de mettre de l'avant l'approche d'une démarche d'équipe, donc d'être entouré dans une équipe école. Quand on parle d'une approche d'équipe, ça veut plutôt dire en fait que les rôles ils sont réfléchis puis ils sont décrits clairement dans la section d'équipe proposée de la demande. C'est la section pour ça, c'est assez important pour nous. Ensuite, on veut vraiment que vous démontriez un potentiel d'impact significatif dans votre communauté scolaire. Donc, ces subventions-là, comme je vous le disais précédemment, ils ont vraiment pour but de servir de catalyseur pour intensifier les activités que vous avez mises en place en lien avec de la ferme à l'école. Donc, on cherche des propositions vraiment qui démontrent que les écoles ont des visions de ces objectifs-là à long terme. Donc, encore une fois, une approche qui est pérenne, puis qu'on a réfléchi à la façon dont le travail va être maintenu dans le temps à la fin du cycle de subvention en 2026. D'ailleurs, aussi, dans la plupart des cas, les questions de la demande de bourse donnent des détails supplémentaires
puis ça vous donne un aperçu du niveau de détail que les examinateurs de la ferme à l'école vont rechercher. Donc, répondez vraiment à chaque question. Puis, dans le même ordre d'idée, n'oubliez pas d'examiner la liste de contrôle qui va être fournie au début de la demande de subvention parce qu'on va seulement examiner les demandes qui sont complètes. Ça serait vraiment dommage que vous ayez oublié une question puis que vous soyez disqualifié de la demande. Maintenant, on va brièvement faire le tour des dates importantes. Donc, l'ouverture de l'appel de projet a déjà commencé, va terminer le 5 avril 2024. Puis, l'avis va vous être envoyé si vous êtes sélectionné le 24 mai. Puis, la signature des conventions de bourse vont être faites d'ici le 30 juin 2024. Vous allez ensuite pouvoir recevoir vos fonds. Puis, finalement, vous allez pouvoir commencer vos projets en septembre 2024. On vous donne le financement en juin parce qu'on sait qu'il y a des écoles, si elles ont la capacité, qui vont vouloir commencer à planifier avant l'été. Mais c'est pas du tout obligatoire si jamais vous avez la bourse. C'est juste qu'on a constaté par le passé qu'il y a beaucoup d'écoles qui veulent acheter du matériel puis de l'équipement. Ils veulent commencer à construire, par exemple, des plates-bandes de jardinage au printemps puis en été pour pouvoir être opérationnel à l'automne. Donc, c'est pour ça qu'on essaie quand même de vous offrir les contrats le plus rapidement possible. Puis finalement, la date limite pour terminer tous les livrables, ça sera le 30 juin 2026. Maintenant, je voulais prendre un petit moment quand même pour vous parler, vous donner des exemples d'un service alimentaire qui a bien fonctionné. C'est vraiment une partie essentielle de la bourse, comme je vous le mentionnais précédemment. Donc, ce service-là, en fait, il peut avoir l'air différent d'une école à l'autre. Même chose pour la fréquence, tant que ça reste 2 fois par mois. Mais aussi, l'important, c'est que ça soit conforme aux exigences locales en matière de santé publique. Donc, assurez-vous quand même que ça soit conforme. Je pense que je l'ai mentionné un peu durant le début de la présentation, mais le modèle qui a été le plus populaire dans les derniers cycles de bourse, ça a été le fameux bar à salade. C'est vraiment un super beau modèle, mais en même temps, il ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc, si jamais ce n'est pas quelque chose qui fonctionne pour vous, il n'y a pas de problème. Mais pour bien bien vous donner des exemples de qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air, ces services alimentaires-là, je vais l'utiliser comme exemple. Donc, c'est ça. Si le bar à salade, ça ne convient pas à votre école, vous pouvez choisir de l'appeler autrement. Puis même, vous pouvez demander à vos élèves de trouver autre chose puis participer à l'idéation. Ça nous ferait vraiment plaisir. Donc, premièrement, comme je vous le disais, le bar à salade est quand même pertinent parce qu'il nous permet d'avoir de la variété. Puis ça, c'est une composante qui est essentielle dans le repas, dans l'offre de repas. Donc, nous, on vous demande que chaque service offre au moins 5 choix d'ingrédients, puis un repas complet. L'objectif, c'est vraiment de fournir un repas complet conforme au guide alimentaire canadien. Dans le cadre du bar à salade, vous vous en douterez, c'est quand même quelque chose qui est plus facile d'offrir ces choix d'ingrédients-là. Mais ça peut être, par exemple, des ingrédients individuels, mais ça peut également être des aliments préparés, en autant que les élèves aient accès à différentes façons de personnaliser leur repas, d'une façon à ce que ça soit attrayant pour eux. Par exemple, vous pourriez faire un bar à soupe, puis proposer une sélection de garnitures. Donc, ça pourrait être des herbes fraîches, ça pourrait être des croûtons, du fromage, bref, quelque chose que les élèves ils peuvent ajouter. Puis la variété, ça peut aussi dire que vous pouvez changer ce qui est proposé d'une semaine à l'autre. Donc, il y a beaucoup d'écoles qui attribuent des thèmes à leur service de repas pour exposer les élèves à différentes cultures, différents types d'aliments, puis en même temps de célébrer différentes fêtes, de faire des événements scolaires et communautaires. Donc, vous avez quand même pas mal de choix à ce niveau-là. Maintenant, si l'école dispose déjà d'un service alimentaire, tout ce qu'elle propose dans la bourse doit être intégré au service ou encore permettre de le compléter. Donc, à ce niveau-là, travaillez avec votre service alimentaire pour que ça ait du sens pour vous. Maintenant, c'est ça, donc c'est une des raisons pour lesquelles on vous disait de veiller à ce que le personnel soit impliqué dans le processus. Veux pas, ça sera eux qui travailleront avec vous, donc c'est important de ne pas être en confrontation avec eux, mais bien de les impliquer. Maintenant, au niveau des choix,
L'objectif, c'est que les élèves créent leur propre assiette. C'est vraiment important, peu importe qu'est-ce qui est servi, que les élèves puissent créer leur propre assiette ou construire leur propre bol à partir des options qui sont servies, donc ces fameuses 5 options minimum. Avant la pandémie, les élèves étaient capables de se servir eux-mêmes, ce qui est tout à fait possible encore maintenant, là, pour les élèves de maternelle même d'ailleurs, là, avec un petit peu d'aide. À l'heure actuelle, on sait que parfois ça peut être compliqué dans certaines écoles. Mais si justement, l'objectif, ça serait qu'ils puissent se servir eux-mêmes. Si jamais c'est pas possible dans votre école, on comprend aussi qu'il va y avoir des modifications à faire, malgré que le contexte pandémique commence à se calmer un petit peu, donc on peut de plus en plus revenir à la normale. Euh, on vous encourage aussi de faire preuve de créativité. Là, il peut s'agir de concours qui sont organisés pour les élèves pour élire leurs ingrédients préférés ou même soumettre des recettes ou même demander qu'est-ce qu'ils aimeraient manger pour s'assurer vraiment que le service alimentaire il soit représentatif des besoins puis des envies des élèves. C'est important de les impliquer dans le processus. Puis on vous encourage aussi de prendre contact dès le début avec les responsables de santé publique pour élaborer un plan conjointement qui pourrait fonctionner pour votre école ou du moins regarder c'est quoi les directives, simplement pour s'assurer que tout est en règle puis que vous n'ayez pas de problème à ce niveau-là. Donc, on va passer à la question du local et du saisonnier qui est définitivement quelque chose qui est très important pour nous l'approche de la ferme ou de l'alimentation locale à l'école, c'est sûr que ça consiste principalement à mettre les élèves en contact avec leur système alimentaire local, peu importe dans quel contexte. Donc, dans la mesure du possible, c'est important de créer des opportunités pour que les élèves mangent des aliments locaux à l'école, mais ça ne veut pas nécessairement dire que tous les éléments servis dans le cadre de l'appel de projet devront être d'origine locale. On comprend que parfois, ce n'est pas nécessairement possible. On vous encourage beaucoup à réfléchir à des opportunités, puis à réfléchir qu'est-ce qui est local pour pouvoir intégrer ces éléments-là partout dans l'année. Travailler en fonction des forces que vous avez déjà, des choses qui sont à votre portée. Pour les écoles qui ont, par exemple, moins accès à des aliments frais et locaux, notamment parce qu'ils se retrouvent en région éloignée, ça peut être une bonne occasion d'enseigner aux élèves la saisonnalité. Par exemple, en hiver, vous pourriez proposer des produits séchés ou en conserve dans votre service de repas. Vous pouvez aussi proposer en fait des produits de saison qui ne sont pas nécessairement cultivés dans la région. Par exemple, on a des écoles qui ont déjà fait des dégustations de certains fruits qui sont peut-être un peu plus tropicaux, par exemple la pomme grenade. Mais vous pouvez expliquer comment est-ce que c'est utilisé dans différentes traditions culinaires à travers le monde, mais en même temps d'expliquer d'où est-ce que ça vient. Donc, ça vous permet d'incorporer aussi cet enseignement-là lié au système alimentaire, le système alimentaire qui est de plus en plus globalisé, malgré le fait que l'objectif, c'est de manger le plus local possible. Maintenant, aussi, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que même si les ingrédients locaux ne sont pas disponibles, il y a beaucoup d'opportunités pour créer des apprentissages autour de l'alimentation. Puis c'est des expériences qui peuvent être tout autant importantes puis significatives pour les élèves. Donc, c'est vraiment pour vous dire que c'est accessible malgré le fait que vous êtes peut-être dans une région où est-ce que c'est un peu plus difficile de manger local, surtout l'hiver. Maintenant, c'est important aussi que les activités soient accessibles. Comme je vous le disais, c'est nécessaire d'offrir au moins 2 fois par mois un service de repas, pardon. Mais on sait que chaque école est différente. Donc, comme je vous le disais, il y en a qui offrent un service de repas tous les jours, si elles ont une cafétéria notamment. Il y a beaucoup qui l'offrent une fois par semaine, notamment les écoles, je ne sais pas s'il y en a ici, mais des écoles qui ont participé à notre autre appel de projet chez Équiterre en collaboration avec M361. Mais c'est également important de noter que la mise en place d'un programme ou d'un projet d'alimentation durable dans les écoles, ça peut prendre du temps. On s'attend pas à ce que vous commencez à offrir un service de repas dès le mois de septembre, parfait, complètement rodé. Non. Donc, on vous encourage plutôt à profiter du premier trimestre, ou même, c'est parce que durant l'été, il y a de faibles chances que vous pensiez nécessairement à ça, mais durant le premier trimestre, c'est important, par exemple, de faire des essais, de peaufiner vos plans, de susciter l'enthousiasme auprès de votre communauté scolaire, pardon, que ce soit les autres enseignants, que ce soit les élèves, pour qu'ils puissent participer. Puis en même temps, commencer à offrir des services de repas de plus en plus réguliers, puis voir comment ça fonctionne, faire des essais-erreurs. Donc, les activités qui sont financées par la bourse,
aussi doivent être accessibles à tous les élèves qui veulent y participer, peu importe c'est quoi leur moyen. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est très, très, très important pour De la ferme à la cafétéria Canada. Aussi, on voulait mentionner que qu'il y a seulement une petite partie des fonds de la bourse qui peut être utilisée pour couvrir les frais d'achat de nourriture. Pour commencer. Donc, vous allez vraiment devoir concevoir votre service de repas pour que ça fonctionne dans les limites de ce budget-là, puis d'aller chercher des fonds ailleurs, notamment par des aides gouvernementales. Au Québec, notamment, on a la Caisse 012 qui vous offre ce support-là. Si c'est pas nécessaire, si c'est pas suffisant, il est possible d'aller regarder pour d'autres subventions ailleurs, mais c'est juste vraiment important de noter que l'achat durant tout au long du projet, comme je vous le mentionnais précédemment, d'aliments, ça sera pas possible. Puis finalement, c'est important que le service de repas il soit, qu'il soit pas seulement physiquement accessible, mais qu'on s'efforce également de s'assurer que les aliments qui sont présentés soient culturellement diversifiés et appropriés pour les élèves. Donc, pour faire en sorte que les élèves puissent être en mesure de voir leur propre tradition culinaire reflétée dans la nourriture, pardon, qui est servie, puis les compétences qui sont enseignées dans les activités de littératie alimentaire. Ça peut d'ailleurs être une super belle occasion de s'appuyer sur le volet connexion communautaire, là, dont je vous parlais dans le fameux casse-tête de la ferme à l'école, en s'engageant auprès, par exemple, de gardiens du savoir et d'aînés locaux, notamment si vous êtes proche de populations autochtones, en invitant des chefs locaux à animer un atelier, des membres de la famille, peu importe, ça peut vraiment être une belle occasion. Maintenant, c'était pour que votre candidature aussi soit gagnante, je vous dirais d'user de votre créativité. Essayez différents modèles. Comme je vous disais, le bar à salade, c'est seulement une des façons de faire votre service alimentaire. Ça peut être un bar à wrap, un bar à ragoût, un bar à ramen. On en a eu quelques-uns, des bars à ramen, même des bars à sushi, ça peut arriver. Donc, amusez-vous, c'est vraiment ça l'important. Il y a tellement de façons fun de donner vie à des activités de littératie alimentaire, puis à créer des programmes de repas. Donc, vraiment, inspirez-vous aussi des idées des élèves. Il y a beaucoup d'élèves qui aiment vraiment ça, s'impliquer dans ce genre de programme-là. Donc, sous-estimez pas leur engagement. Donc, vraiment, en plus, la participation des élèves, ça peut souvent aider à l'adhésion puis à la durabilité du projet dans le long terme. Donc, vraiment, ne sous-estimez pas vos élèves. Puis maintenant, ici, je vais vous parler très rapidement là, de quelques ressources qu'on a mis à votre disposition, qui a été créé par Équiterre. Donc, premièrement, on a le guide de mise en œuvre qu'on a fait en partenariat avec 100 degrés pour un autre projet qu'on a réalisé, qui est encore en cours d'ailleurs, d'alimentation locale dans les écoles, mais ça s'applique très, très bien dans le cadre de la ferme à la cafétéria. Puis, finalement, on a aussi les outils qui sont disponibles sur la plateforme La Marmite éducative, si vous ne la connaissez pas déjà, puis dans la trousse à la soupe. En fait, La Marmite éducative, en bref, là, c'est une plateforme en ligne qui rend accessible vraiment un très grand répertoire d'outils éducatifs, puis de services professionnels en lien avec l'alimentation saine, locale et éco-responsable. Puis, ça s'adresse principalement aux intervenants qui travaillent auprès des jeunes de 0 à 17 ans. Donc, que vous soyez une école primaire ou une école secondaire, vous avez des outils pour vous, en particulier dans le milieu de la petite enfance, le milieu scolaire, puis les activités jeunesse et les camps d'été. Donc, ça vous donne quand même pas mal de types d'activités. Donc, c'est vraiment une plateforme qui a été créée en collaboration avec une douzaine de partenaires, puis quatre ministères québécois. On a plus de 400 outils et services professionnels qui sont liés avec l'alimentation là-dessus. Donc, vous pouvez quand même en trouver qui vous conviennent. Puis, même si c'est des organisations qui sont situées au Québec, si jamais vous vous retrouvez dans les maritimes, notamment, on a quand même beaucoup d'activités gratuites qui peuvent être utiles pour les francophones qui proviennent des autres provinces canadiennes. Donc, c'est sur la marmite éducative aussi que vous allez trouver la fameuse trousse à la soupe qui a été développée pour vraiment fournir aux jeunes, puis surtout aux enseignants, des outils d'activité pour qu'ils adoptent une alimentation plus saine dans leur milieu. Qu'est-ce qui est super avec la trousse à la soupe, c'est que notamment pour les élèves du primaire et du secondaire, les activités
sont classés en fonction des exigences du ministère. Donc, ça vous permet vraiment d'incorporer ça plus facilement à l'intérieur de vos cours. Puis, donc, c'est ça, la trousse à la soupe, pardon, elle contient 19 activités, 14 exercices, puis 12 fiches d'information. Donc, et d'ailleurs, ça a été complètement révisé en 2021 pour poursuivre la mission éducative de ce projet-là. Donc, vous allez certainement pouvoir y trouver quelque chose qui va pouvoir vous aider dans le cadre de votre projet si jamais vous êtes à la recherche d'activités. Puis finalement, on a aussi le Centre de ressources de la ferme à la cafétéria Canada qui vous donne des vidéos en ligne et ça, c'est disponible sur le site web de la ferme à la cafétéria Canada. Donc voilà, c'était beaucoup d'informations. J'en conviens. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez certainement pas. Vous pouvez lever votre main. On n'est pas beaucoup, par contre, donc je vous invite à prendre la parole. Vous pouvez aussi taper dans le chat si jamais vous n'êtes pas à l'aise de parler à voix haute. Il n'y a pas de problème. Puis si jamais il y a beaucoup de questions, je ne sais pas, on a quand même pas mal de temps. Je vous dirais, on avait 1 heure. Je peux aussi faire un suivi avec vous par courriel par la suite en fonction. Oui, Guillaume. Déjà, merci pour cette belle présentation. J'ai deux questions, Oui. deux questions concernant dans ce projet. Le premier volet est sur les dépenses, parce que j'ai lu quelque part qu'on ne doit pas déborder de $2000 pour la production des repas à l'école. Oui. Et dans la présentation, vous avez dit comme quoi on doit présenter 2 repas par mois. OK. Je suppose un instant, l'année scolaire a 10 mois. Donc, ça veut dire qu'on a 20 repas. Et pendant les 2 ans, on a 40 repas. Comment peut-on réaliser 40 repas en moins de $2000 pour les 2 ans de projet? C'est important. Et, Oh, et l'autre pardon, deuxième c'est volet, ta deuxième question. le deuxième volet, c'est le reste de $8000 qui restent là. Qu'est-ce qu'on doit faire de ces $8000? Et si, par exemple, dans mon école, déjà, il y a un service de repas qui est déjà intégré à l'école, je n'aurai pas besoin d'acheter, par exemple, la fourniture, tout ça là. Qu'est-ce que je dois faire des $8000 qui resteront? OK. Mais premièrement, c'est important de noter que cette bourse-là, elle ne vise pas à vous permettre vous aider à acheter la nourriture nécessaire pour faire un système de repas scolaire ou peu importe. L'objectif de ce 2000 $ là, donc le fameux 20% maximum pour l'achat d'aliments, c'est vraiment pour vous aider à partir votre projet. Puis par la suite, ben, il va falloir trouver du financement ailleurs. Je ne sais pas exactement où est-ce que vous êtes situé au Canada. Si vous êtes situé au Québec, on a la mesure 15012, qui est une mesure d'aide alimentaire qui est offerte par le ministère, par le gouvernement du Québec, pardon. Puis ça peut être une façon, dans notre expérience, où est-ce que les écoles peuvent avoir accès à des fonds qui leur permettent de faire les achats. Puis pour la deuxième partie de votre question, au niveau, par exemple, des fonds qui peuvent être utilisés, puis comment ils peuvent être utilisés, on a beaucoup d'écoles, par exemple, qui peuvent créer des systèmes hydroponiques, notamment des écoles qui créent des jardins pédagogiques. On a d'autres écoles qui doivent acheter le fameux bar à salade, qui peut être assez dispendieux, je dois dire. Donc, c'est une bonne façon d'utiliser les fonds. Mais encore une fois, c'est vraiment juste pour dire que l'objectif de la bourse, c'est vraiment pas de vous donner cet argent-là pour acheter la nourriture, parce qu'en soi, ça ne vous permettrait pas de faire un projet qui est pérenne, parce que suite au financement, mais vous auriez pas les fonds nécessaires pour poursuivre. Donc, c'est vraiment, l'objectif, c'est de mettre en place les balises d'un projet, faire les premiers essais, voir qu'est-ce qui fonctionne pas, puis le faire perdurer dans le temps. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond à ma question. Peut-être plus tard encore, je vais poser une autre question, mais je laisse la parole aux autres collègues continuer. Super, merci. René? Bonjour. Alors, moi, je suis infirmière de santé scolaire de la région de Peel. Alors, j'ai les écoles françaises, les écoles francophones qui sont peut-être intéressées avec cette bourse-là. Alors, je veux juste savoir quand est-ce que l'enregistrement serait-il prêt pour partager? Ça prendra pas beaucoup de temps. Je vous dirais probablement dans le cours de la semaine ou au début de la semaine prochaine, on va rendre le webinaire disponible sur YouTube. On vous enverra le lien d'ailleurs par courriel. Toutes les personnes qui ont participé au webinaire obtiendront le lien, puis on s'assurera de mettre ça sur le site web de la ferme à la cafétéria.
Oh, d'accord. Alors, je peux le partager. Alors, ça devrait être aussi sur le site web quand c'est prêt. Oui, exactement. Oh, d'accord. Si. Merci. Oui, Marie-Audrey. Salut Florence. Alors, Donc, parce que on se connaît d'un autre projet, là, mais on aurait peut-être un autre projet à l'école. OK. Puis, ça serait, dans le fond, dans des activités pédagogiques durant l'heure de classe. Ça, est-ce que ça peut est-ce que ça peut servir à ça? Parce que dans le fond, c'est pas toute l'école qui profiterait de ce service-là, mais une partie de l'école, dans le fond. mais c'est pas nécessairement que toute l'école doit participer. On sait aussi si c'est des grosses polyvalentes, par exemple, ou des grosses écoles, c'est peut-être pas réaliste de créer un système de repas qui dessert, par exemple, 800 élèves. L'important, c'est qu'à l'intérieur du projet, qu'il y ait le volet d'un service de repas, puis que justement, il y a les trois autres composantes du casse-tête dont on discutait. Mais si ça fait partie d'une activité, par exemple, puis je sais pas moi, 4-5 groupes classe qui participent ou 2 groupes classe qui participent puis que c'est en lien avec le projet, non, il ne devrait pas avoir de problème. Tant que tous les élèves de ce groupe-là qui est ciblé puissent y avoir accès, peu importe les moyens. Ça va. C'est bon. Puis, comme tu l'as nommé, tu sais, c'est pas 5 fois semaine, là. Fait que, tu sais, ça peut être dans le cadre d'une activité, on a besoin d'un repas à l'extérieur de l'école. On profite on crée quelque chose avec cette subvention-là pour nourrir les jeunes. Est-ce que ça peut? Ouais, l'objectif, c'est vraiment de nourrir les personnes d'avoir un service de repas. Donc, par exemple, si c'est un groupe qui est plus en parascolaire ou qui est dans une option, par exemple, de développement de capacité professionnelle. Puis, par exemple, ce groupe-là, ben, c'est environ, je sais pas moi, 45-50 élèves. Puis là, ben, ça fait partie du cursus ou ça fait partie de l'activité d'enseigner certaines compétences au niveau notamment du système alimentaire, au niveau de la cuisine. Ben, ça, par exemple, ça peut faire partie. Donc, par exemple, je sais pas moi, vous avez un jardin hydroponique, puis pour ce groupe-là, vous faites des activités où est-ce que durant l'heure du midi, ben, vous faites des bars à salade pour l'option parascolaire, ça peut fonctionner. Parfait. Merci. De rien. Là, je pense que Marie-Claude, je vais laisser Marie-Claude poser sa question, puis ensuite je vais revenir à René et Guillaume. Merci. Nous, en Colombie-Britannique, on a un programme qui s'appelle Nutrition pour les avenirs. Donc, nous, on a déjà un budget à l'école qui est consacré pour justement la nourriture pour nos élèves à besoins particuliers côté monétaire. Mais donc, si on veut... Donc, nous, on a un chef cuisinier à l'école qui enseigne des cours, puis l'année prochaine, on veut justement apporter ce projet-là à travers l'école au complet, pas juste les élèves de 7-8. Est-ce que c'est possible de faire une application pour le projet pour avoir des hydroponiques? Oui, c'est possible d'utiliser le projet pour un système hydroponique, il n'y a pas de problème. C'est comme comme je le disais, l'important, c'est vraiment que vous ayez une activité où est-ce qu'il y a un service de repas qui est offert. Mais si vous voulez mettre un système hydroponique, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on a une série de webinaires qui vont s'en venir bientôt avec de la ferme à la cafétéria, puis Francisco BC. Donc, n'hésitez certainement pas à participer là, pour avoir des petits trucs là, pour partir ça. Mais oui, que ce soit un jardin pédagogique, que ce soit un jardin hydroponique, vraiment, il n'y a pas d'enjeu. L'important, c'est vraiment juste que ça ne soit pas le cœur du projet, dans le sens où est-ce que c'est important de garder les trois autres aspects. Fait que le jardin hydroponique, par exemple, ça enseigne un système alimentaire plus local, comment produire sa nourriture. Super, c'est ça qu'on veut. Tant qu'il y a les autres côtés, l'aspect communautaire, puis l'aspect de repas. OK, parfait. Merci. De rien. Oui, Guillaume. Oui, je reviens encore. J'ai une autre question là qui a deux volets. Le premier volet, c'est le lien entre l'école et la collectivité. C'est l'un des éléments qui manque dans les trois piliers que tu as indiqués dans la présentation. J'aimerais savoir exactement qu'est-ce qu'on entend par lien entre l'école et la collectivité. C'est pour rejoindre les trois piliers qu'on a besoin pour faire la demande. Et la deuxième question, c'est est-ce que les repas qui seraient fournis à l'école pendant cela serait vendu ou bien ça serait gratuit? Euh, les, euh, les
OK, on va commencer par la première partie. Puis ensuite, d'ailleurs, Martine, je viens de voir ta question. Je vais y retourner par la suite. Au niveau du lien avec la collectivité, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est de faire en sorte qu'un projet ait un lien en dehors de l'école. Par exemple, on a des écoles qui pourraient créer un programme, puis avoir l'aide de la part d'aînés dans une résidence pour personnes âgées à proximité. Où est-ce qu'il y a cette composante-là intergénérationnelle, où est-ce qu'on peut enseigner certains éléments du système alimentaire en ayant cette expérience-là super riche de nos aînés. On peut aussi, par exemple, avoir un lien avec la communauté, par exemple avec une OBNL qui fait de l'éducation alimentaire, puis justement de créer un partenariat avec eux pour pouvoir enseigner mieux à nos jeunes le système alimentaire, puis comment est-ce qu'on peut le rendre, par exemple, plus durable, plus local. C'est des exemples comme ça où l'important, c'est vraiment de faire en sorte que les jeunes soient en lien avec la collectivité, puis comprendre le système alimentaire dans une perspective plus large là, qui les entoure. Puis ta deuxième question, je m'excuse, eh bien pas la deuxième partie de ta question, j'ai oublié. Pourrais-tu me rappeler, s'il te Ouais, plaît? la deuxième question, c'était le volet financier. Est-ce que les repas qu'on offre à l'école là, seraient moyennant un certain coût pour les élèves ou bien ça serait gratuit? Ben, écoutez, nous, c'est sûr qu'on a des écoles qui offrent qui offrent tout gratuitement. Si c'est possible pour vous, c'est vraiment super. Par contre, on sait que pour beaucoup d'écoles, c'est pas nécessairement possible. Ce que certaines vont faire, c'est mettre un prix qui est modique ou le prix le plus bas possible. Puis après ça, pour les élèves qui sont en difficulté, s'assurer que ces élèves-là aient accès gratuitement à la nourriture qui est proposée dans le cadre du projet. Donc, par exemple, je me doute, comme beaucoup d'écoles, on cible déjà certains élèves qui sont plus en difficulté. Ces élèves-là, ils sont ciblés, bien entendu. L'objectif, c'est quand même de ne pas créer de stigmatisation autour de ces élèves-là, de vraiment rendre ça le plus accessible possible. Mais justement, par exemple, si vous êtes dans une école où est-ce qu'il y a un taux de défavorisation qui est relativement bas, puis vous voulez subventionner une partie de votre projet grâce à la vente des aliments, il n'y a absolument pas de problème. L'important, c'est vraiment de s'assurer que tout le monde y ait accès par l'entremise de différents mécanismes que vous avez probablement déjà en place si vous avez une cafétéria de toute façon. OK. OK, merci. Merci à vous. Martine, tu posais la question, est-ce que les repas doivent être offerts gratuitement ou est-ce que ça peut être chargé à faible coût? Je pense qu'on y a répondu, oui, ça peut être offert à faible coût. Encore une fois, tant et aussi longtemps, pardon, que tous les élèves qui sont en difficulté puissent y avoir accès. Donc, que vous ayez mis en place un modèle qui est accessible, là, où est-ce qu'on peut offrir sans stigmatisation puis de façon très subtile de l'aide. OK. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? René, tu avais levé la main un petit peu plus tôt. Est-ce que tu avais encore une question? Ah non, j'ai juste oublié de baiser ma main. OK, pas de problème. Donc, Oui, une autre Guillaume. question là. Oui. Une autre question, c'est de savoir, par exemple, dans mon école, il y a déjà un service de vente pour des repas à midi. Si je veux réaliser ce projet, je dois intégrer cet organisme dans le projet ou bien c'est un secteur bien distinct avec le programme de cuisine dans mon école. Mais je vous dirais que si vous êtes capable de l'intégrer à votre offre, c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages, notamment au niveau du système de paiement, si vous voulez le rendre payant, ou si, par exemple, les élèves que vous avez ciblés qui ont un petit peu plus de difficultés peuvent passer une carte, mais finalement, c'est gratuit, peu importe. Il y a quand même beaucoup d'avantages à avoir accès à ça. Par contre, si votre concessionnaire ou votre traiteur n'est pas ouvert à une collaboration, vous pouvez aussi le faire d'une autre façon dans vos classes. Par contre, c'est sûr que nous, on vous encourage d'avoir quand même une relation cordiale le plus possible avec votre concessionnaire ou votre cafétéria parce que c'est juste que ça peut être très, très, très difficile de réaliser un projet si on a, par exemple, un concessionnaire qui nous considère comme une compétition. Donc, s'assurer que tout le monde est à bord du projet, ça peut vraiment aider. Oui, parce que c'est là le problème, parce qu'on pourra pas, on ne serait pas capable de couvrir ces coûts pour un manquement d'une journée ou bien de 2 journées qu'on va faire ce projet-là, parce que ce n'est pas aussi doté d'une importante somme. C'est ça le vrai problème. J'ai peur.
J'ai des Ben, ça peut inquiétudes. dépendre je comprends tout à fait. Ça peut vraiment dépendre du type de projet que vous avez. Par exemple, on a des écoles qui font des bars à collation où est-ce qu'il y a eu des activités dans le cadre d'un projet, puis on distribue des collations. Par exemple, ça peut être des fruits, ça peut être des galettes, peu importe. Tu sais, ça peut être un outil pour que ça soit moins vu comme de la compétition. Mais certainement, il faut en discuter avec le concessionnaire. Il y en a beaucoup qui sont ouverts à l'idée, d'ailleurs, beaucoup qui sont ouverts. Regardez aussi avec votre direction, c'est super important là, de regarder les clauses de votre contrat avec votre concessionnaire, s'assurer que tout fonctionne bien. Mais oui, effectivement, c'est définitivement un enjeu auquel beaucoup d'écoles font face, surtout les écoles qui ont des concessionnaires. Donc, si jamais vous avez des difficultés à ce niveau-là, on peut certainement s'en discuter par courriel pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, puis regarder avec d'autres écoles, ça a été quoi leurs trucs et astuces pour que ça soit le plus que ça soit le plus porteur pour vous. Par contre, commencez par vous asseoir avec votre concessionnaire, puis généralement, ça peut être discuté, là. OK, merci. OK, Merci à vous. merci. Donc, je vous partage mon écran une dernière fois pour vous faire mes derniers rappels. Comme je vous le disais, les demandes, ils doivent être réalisées au plus tard le 5 avril 2024 à 11h59. Et là, ça, c'est le temps standard du Pacifique. Mélangez-vous pas. Puis, ça doit obligatoirement être présenté via le formulaire en ligne. Et surtout, n'oubliez pas d'attacher le classeur. Vous allez voir de quoi je parle quand vous allez aller sur la page, si vous n'êtes pas déjà allé sur la page web de la ferme à la cafétéria Canada, dans votre candidature pour vraiment nous donner une idée de votre plan de travail. Donc, pour moi, c'est pas mal tout aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vous invite à me les faire parvenir par courriel. Euh, à alimentationscolaire@commercialequitaire.org. Si jamais aussi vous pouvez l'envoyer directement à de la ferme à la cafétéria Canada qui va nous transférer. Si c'est en français, si vous voulez poser la question en anglais, c'est correct aussi, ils vont vous répondre. Donc, c'est tout pour moi. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre participation. Puis, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai une dernière question. Est-ce qu'on peut envoyer le courrier directement à vous? Parce que peut-être ce serait trop de contours si on va encore exposer le problème de ce qu'on a eu à discuter aujourd'hui à une autre personne. Est-ce que c'est possible d'avoir votre courrier direct, transférer tout ça chez vous? Si on a... Alimentationscolaire@commercialequitaire.org. De toute façon, on va vous envoyer toutes ces informations-là par courriel quand on va vous envoyer l'enregistrement, il n'y a pas de problème. Puis, si Oh, jamais OK. les coordonnées sont aussi disponibles sur de la ferme à la cafétéria Canada, donc n'hésitez certainement pas à leur écrire, puis on va prendre le temps de vous répondre. Merci. Merci beaucoup. OK. Bonne journée. OK, bonne journée à vous.